Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire spécial exportation. Je suis très content qu'on va partager peut-être votre heure de lunch avec nous. Merci de nous donner votre précieux temps. C'est un peu particulier aujourd'hui parce que, bien évidemment, c'est un webinaire qu'on a planifié, je crois, dans le dernier mois. Puis dans le dernier mois, ben vous le savez assurément, il y a eu plusieurs changements au niveau évidemment des politiques, particulièrement avec nos voisins du Sud. Puis ça l'a rendu étrangement ou soudainement, du moins, l'événement beaucoup plus populaire. Fait qu'on est heureux aujourd'hui d'accueillir des centaines d'entreprises, certaines qui nous connaissent, qui sont clients chez nous, d'autres qui nous connaissent peut-être pas, fait qu'on aura l'occasion de s'introduire. Je suis de Hello Darwin, fait que moi je suis Francis, je suis président ici, cofondateur, et j'ai la chance d'être épaulé aujourd'hui avec Louis-Philippe Bourgeois. Salut Louis-Philippe. Salut Francis. Fait que Louis-Philippe est président, cofondateur de Go Export, qui est une entreprise qui se spécialise vraiment à faire des plans, stratégies dans tout ce qui touche l'exportation des entreprises. Un pied à terre presque sur plusieurs continents. Là. Je vais te laisser te présenter après. Mais je trouve que ça va être super pertinent aujourd'hui de parler de un paquet de choses, là. Fait que non seulement de c'est quoi le contexte actuel, on a beaucoup parlé des tarifs, tout ça, fait que peut-être revenir rapidement sur le sujet. Après ça, parler des opportunités ou du contexte plus macro là, qui peuvent toucher les entreprises d'ici qui souhaitent ou qui sont en exportation en ce moment. Puis évidemment, Hello Darwin, on est spécialisé dans tout ce qui touche au financement gouvernemental, donc on aura l'occasion de faire le parcours des différents programmes, là, subventions entre autres, qui viennent supporter les entreprises d'ici à exporter, particulièrement dans ce moment, dans cette époque charnière là, au niveau de l'exportation. Fait que voilà, sans plus tarder, je vous partage l'ordre du jour. Donc la première affaire, on va se présenter rapidement. Ensuite, on va parler justement du contexte économique. Politique et exportation actuelle, fait que c'est quoi le moment présent. Puis évidemment, on va faire un focus assez important sur les tarifs douaniers américains. Par la suite, là, Louis-Philippe va vraiment nous parler de comment est-ce qu'une entreprise pourrait se diversifier ou même optimiser sa présence dans certains marchés pour, entre autres, faire face à ces politiques-là, mais juste en général, de devenir meilleur en exportation. Puis, par la suite, je vais reprendre le micro, puis je pourrai parler des subventions disponibles à l'exportation. Sachez qu'en tout temps, il y a un Q&A là, en bon français qui est disponible. Vous pouvez poser des questions, je vais les voir, puis je vais être capable de poser des questions à Louis-Philippe ou bien d'y répondre moi-même en fonction du sujet. Vous allez également recevoir la présentation après le webinaire, probablement en fin de journée ou demain matin. Fait qu'autant la présentation, l'enregistrement, vous allez avoir toutes les informations de Louis-Philippe ou de l'équipe d'Hello Darwin si vous souhaitez entrer en contact avec nous. Fait que voilà, je pense que ça couvre le tout. Je vais nous présenter chez Hello Darwin. Vous nous connaissez peut-être parce que, évidemment, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu déjà notre logo dans le passé. On est une entreprise qui vient supporter d'autres entreprises dans l'identification, la rédaction et ultimement l'obtention de fonds gouvernementaux. On a aussi une spécialisation assez accrue dans tout ce qui est maillage de partenaires. Fait qu'une fois, par exemple, qu'on identifie une subvention, la subvention va, par exemple, payer les honoraires d'une firme externe, mettons Go Export pour en être une. Là, nous, on est spécialistes aussi à vous trouver ces firmes-là pour mettre de l'avant vos projets, pour vous aider à faire plus avec moins, essentiellement. On est une entreprise qui est partenaire de plusieurs paliers du gouvernement. On est entre autres détenu par la Banque RBC, où on a un partenariat commercial avec eux partout au Canada. On fait beaucoup de mandats en transformation numérique, mais on est surtout très imbriqué dans l'écosystème de fonds non dilutifs gouvernementaux, fait que des crédits d'impôt, des prêts gouvernementaux ou des subventions. C'est à peu près ça pour nous. Louis-Philippe, je te laisse te présenter. Oui, merci Francis. Bonjour à tous. Alors, brièvement, Go Export, moi je suis cofondateur de Go Export. On a fondé l'entreprise en 2007. Ça fait bientôt 18 ans qu'on est en affaires. Comme disait Francis tout à l'heure, on est spécialisé essentiellement en développement commercial pour des PME sur des marchés d'exportation. Donc, notre spécialité, c'est la vente, c'est notre ADN, c'est de réussir à aider nos clients à commercialiser leurs produits sur des marchés
marchés internationaux. Aujourd'hui, on a chez GoExport 4 entités. On est présent à Montréal, à Lyon en France, au Mexique et à São Paulo au Brésil. Historiquement, on a beaucoup œuvré en Amérique latine. Aujourd'hui, on se diversifie énormément sur le marché américain, sur le marché européen, évidemment. On a accompagné un peu plus de 800 entreprises dans les 18 dernières années sur différents projets dans différents secteurs d'activité. Donc, l'aventure se poursuit avec plusieurs clients PME, tant canadiennes, européennes ou même internationales dans certains cas. Puis depuis 2020, on s'est joint au groupe Adit Salveo, qui est un grand groupe européen qui nous a permis de rayonner encore plus grandement à travers la planète. Un groupe qui a 50 bureaux à travers le monde, qui est actif dans plus de 100 pays, près de 150 pays à travers le monde. Donc, qui donne un accès privilégié à notre clientèle sur de nouveaux marchés ou de nouvelles régions à travers le monde que sont l'Afrique, le Moyen-Orient ou encore l'Asie ou des pays d'Europe où on est beaucoup moins familier. Alors voilà pour GoExport. J'imagine que dans les dernières semaines, c'est peut-être pas le meilleur moment pour toi ou ton équipe de prendre des vacances? Pas tout à fait, non. Disons que des événements comme ceux qu'on vit avec les États-Unis, avec comme la pandémie, les crises économiques sont quand même un facteur important de changement pour nos clients, les prospects, pour nos organisations, évidemment. Bon, parfait, on va en parler. Rentrons dans le vif du sujet. Veux-tu peut-être nous parler un peu de la situation actuelle? Évidemment, on va faire un retour aussi sur les tarifs. Oui, tout à fait. Alors rapidement, évidemment, je veux pas refaire ou redire ce qu'on dit abondamment depuis quelques semaines maintenant. Évidemment, vous connaissez tous le contexte actuel où le Canada d'abord, mais depuis même hier, la planète entière a été plus que menacée, a été imposé de tarifs par le gouvernement américain, par les États-Unis. Donc, évidemment, ça amène des changements dans l'économie mondiale. On l'a vu, les marchés financiers qui ont été incertains, inquiets, qui vont le demeurer probablement. Et avec l'imprévisibilité de Donald Trump, on peut s'attendre à ce que les 4 prochaines années soient un petit peu imprévisibles, ou grandement imprévisibles, en tout cas du moins. Évidemment, ça amène les gouvernements, dans un premier temps, à revoir leur stratégie, les entreprises également à revoir leur stratégie dans un contexte comme celui-là. On l'a vu avec les gouvernements de chacune des provinces canadiennes, avec le gouvernement canadien. Toutes les démarches qui sont faites avec les États-Unis pour essayer de contrer ou réduire l'impact éventuellement de tarifs. Mais ça, un peu comme on l'a vécu en pandémie, il y avait beaucoup d'incertitudes et on a dû revoir les stratégies du gouvernement, tant dans son approche, son financement, dans son accompagnement, que les entreprises comme nous ou les PME exportatrices ont dû revoir leur stratégie. Je pense qu'on fait face aujourd'hui à cette pas remise en question, mais en tout cas cette révision importante de nos stratégies d'exportation, puis notre maintien en fait sur nos pays, sur nos marchés d'exportation. On voit des mouvements spontanés aussi de la population qui réagit à sa façon par des boycotts spontanés, pas organisés nécessairement, se retourner vers de l'achat local plus intensif qu'on l'a fait dans les dernières années. Et ça amène aussi de nouvelles alliances avec soit des marchés, des clients, des prospects, des partenaires qui se développent déjà, qui vont continuer de se développer dans les prochaines années. Puis je pense qu'on peut en tirer profit de ces nouvelles alliances-là. Évidemment, les États-Unis, on le voit avec l'imposition de tarifs sur l'acier et l'aluminium. Les États-Unis vont probablement poursuivre dans cette veine-là d'imposer des tarifs non pas juste sur quelques produits, mais sur une multitude de produits. Chez nous, chez GoExport, on le voit comme une opportunité aussi. On est encore très dépendant du marché américain. En même temps, l'imposition de tarifs aux produits canadiens, ça veut pas dire que les produits canadiens vont être imposés de tarifs en Europe, en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Donc, ça peut créer de nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes de regarder d'autres marchés, de devenir très compétitifs sur des marchés où les Américains seront aussi imposés éventuellement par l'Europe, par l'Afrique ou par d'autres marchés à travers le monde. Donc, je pense que ça peut être une belle opportunité. Ouais, puis tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était extrêmement intéressant quand on s'était rencontrés un peu pour se briefer sur le webinaire, tu sais, suite aux annonces, tout ça. Puis
évidemment, bon, t'as un œil assez, t'as un œil d'expert là, sur le sujet, tout ça, que tu vois des opportunités là-dedans. On dirait qu'avant que tu m'en parles, j'en voyais moins, puis à parler aux clients qui sont avec nous ou qui ont déjà, mettons, des gros chiffres d'affaires qui vendent aux États-Unis, tout ça, c'est beaucoup moins évident comment est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu. Mais je pense que tu fais bien de faire un parallèle avec la COVID, qui a aussi été un moment d'incertitude, qui au final, ben non seulement s'est redressé là, dans le sens où on est passé au travers, mais après, il y a beaucoup de manières de faire, le télétravail, tout ce qu'on a acquis, du moins, dans la pandémie, ben au final, on l'a gardé parce qu'on s'y est habitué, puis c'est la nouvelle réalité, tout ça. Fait que là, il y a peut-être une période d'adaptation. Je pense que c'est là que c'est vraiment important, dès maintenant, essentiellement, de préparer ce changement-là. Fait que voilà, fait que je suis content que tu vois ça d'un œil optimiste. Puis effectivement, je pense que tu vas nous faire refléter qu'il existe d'autres accords qu'on a à l'extérieur de notre relation avec les États-Unis qui vont peut-être être amenés à être exploités davantage, puis qui vont avoir encore plus d'opportunités dans le contexte. Parce que là, exporter aux États-Unis, ça va être moins facile pour la plupart, ou en tout cas, du moins au Canada, mais pour différents pays potentiellement. Oui, tout à fait. Je peux peut-être revenir, peut-être un dernier point pour terminer cette mise en contexte-là. Évidemment, quand on parle de diversification, je pense qu'il est important, puis tu le mentionnais il y a quelques minutes, la diversification veut aussi dire probablement de l'optimisation de nos stratégies sur des marchés comme les États-Unis. Du jour au lendemain, on peut pas remplacer 70% de nos exportations aux États-Unis par 70% des exportations dans d'autres pays. Ça se fera pas du jour au lendemain. Puis c'est pas souhaitable nécessairement de remplacer l'entièreté de nos exportations américaines. C'est le plus grand marché au monde. On est à proximité du plus grand marché au monde. Les choses vont évoluer évidemment au fil des temps, au fil des présidences aussi dans le futur. Donc il faut voir dans la diversification non pas qu'une question géographique, mais une question aussi d'optimisation des stratégies qu'on a déjà mis en place aux États-Unis, ou même de stratégies qu'on voudrait mettre en place quand on n'exporte pas déjà aux États-Unis. Donc, je voulais peut-être apporter cette nuance-là qui, pour moi, est assez importante. Oui, c'est ça, parce que non seulement, bon, il y a une passation s'il y en a une, mais même quand tu as des actifs ou des activités aux États-Unis en ce moment, comment est-ce que tu fais pour les optimiser si en ce moment, ton setup, si tu veux, d'exportation, il fait en sorte que tu vends un seul, mettons, revendeur américain, ben là, est-ce que tu peux essayer de maximiser un peu ta stratégie en allant chercher peut-être une autre stratégie de commercialisation ou go-to-market en général? C'est de ça que tu parles. Exactement. Puis on va l'aborder un peu plus loin, un peu plus en détail. Merveilleux. Très bonne mise en bouche. Très rapidement, je ne vais pas vous inonder évidemment de chiffres que vous connaissez déjà. On en parle abondamment depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Le total des exportations canadiennes est de 814 milliards. On a un excédent commercial à travers la planète qui est pas énorme, mais qui est existant. Donc, on demeure quand même un pays fortement axé sur l'exportation. Je vais vous présenter rapidement. On peut aller à la prochaine diapo. Quelques éléments d'exportation de la balance commerciale. Ici, on vous le présente par différents produits. Ce que dit, c'est, je rentrerai pas dans le détail des chiffres, mais ce que ça dit, c'est qu'on a aussi une diversité de produits qu'on exporte au Canada. Et évidemment, ces produits-là sont fabriqués, transformés par des milliers et des milliers d'entreprises canadiennes. Donc, on a une grande partie de notre tissu économique qui exporte et qui est très diversifié en termes de produits ou de production. On peut aller à la prochaine. Un tableau, vous pourrez le consulter peut-être plus en détail parce qu'encore une fois, je rentrerai pas dans le détail, mais donner une illustration que oui, les États-Unis, c'est extrêmement important. On le sait, là, plus de 70% de nos exportations qui sont à destination des États-Unis. Mais j'attire votre attention sur le fait aussi qu'on a de très, très bons partenaires à l'extérieur des États-Unis, de bons marchés pour l'exportation, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe. On voit le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Inde, des marchés importants. Et sur la diapositive suivante, c'est les importations. Donc, de quel pays on importe. Puis on voit que des pays se recoupent. Là, la Chine qui figure numéro 2 sur chacun des tableaux, mais aussi des pays comme le Mexique, l'Allemagne qui revient, la Corée du Sud. Donc, on a déjà des échanges conséquents avec plusieurs marchés à travers le monde. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience pour quand on parle de stratégie de diversification de marché éventuellement.
Puis, mettons, là, quand tu parles justement des accords qu'on a avec ces pays-là, qu'est-ce que ça change, mettons, de travailler avec un pays qui est régi, mettons, sous cet accord-là versus un autre pays qui ne l'est peut-être pas en ce moment? D'abord et avant tout, puis je pense qu'on le voit dans la slide suivante là, où on a ça, c'est l'échange Canada-États-Unis dont on a abondamment parlé, mais au niveau des accords commerciaux, d'abord on a un accès quand même assez étendu à la planète. On voit là sur cette carte que on a des accords commerciaux, on a une quinzaine d'accords commerciaux dans plus d'une vingtaine qui couvrent plus d'une vingtaine de pays ou de grandes zones géographiques. Donc un accès quand même conséquent à des marchés d'exportation. Puis évidemment, je dirais, les accords visent à éliminer essentiellement les barrières tarifaires de commerce entre les pays. Pas dire que c'est facile d'exporter en Australie, c'est pas ce que je dis, mais certaines barrières, dont les tarifs, dont les taxes et douanes, qui sont revues dans le cadre d'accords qui sont éliminés ou qui sont revus fortement à la baisse, nous donnent accès ou en tout cas nous donnent un accès privilégié à certains marchés. Puis on est un des pays dans le monde qui a le plus d'accords commerciaux aussi à travers la planète. Donc on en parle depuis longtemps de la diversification, de l'accès à des nouveaux marchés, l'entrée en vigueur de l'accord avec l'Europe où on a une position privilégiée en Amérique du Nord en étant contrairement aux États-Unis en ayant un accord avec l'entièreté de l'Union européenne. Il demeure que les volumes d'affaires sont pas encore très importants si on le compare aux États-Unis, mais je pense que c'est une occasion de saisir les opportunités que nous offre un accord comme celui-là, où le volume d'affaires est en augmentation, où les frais, récemment, on donnait des données sur les frais de transport, on comparait envoyer un camion à Seattle ou envoyer un conteneur à Rotterdam, ça va souvent être moins cher d'envoyer en Europe que d'envoyer sur la côte ouest américaine. Donc, c'est une opportunité. Le flux d'affaires est en croissance. Puis, la situation actuelle peut-être devrait nous amener à réfléchir, à tirer profit de ces accords commerciaux à travers le monde. 100%. Puis je pense que, comme tu viens de le dire, il y a de la simplicité. Le plus gros marché au monde est juste en dessous du Canada. C'est super facile. Pourquoi se diversifier? Il y a aussi cette dynamique-là qui s'est définitivement installée avec raison là, auprès des entreprises canadiennes. Là, un peu plus le dos au mur, là, peut-être qu'on va devenir un peu plus innovant, mais comme tu dis, il y a déjà des choses qui étaient mises en place par nos gouvernements pour un peu pas prévenir, ou du moins pour encourager cette diversification-là qui va peut-être finalement arriver. Veux-tu que je revienne? Non, c'est bon, on peut j'ai 2 ou 3 questions. Oui. OK. Quelle est la stratégie, puis là, peut-être qu'on va en reparler, là, mais quelle est la stratégie des entreprises canadiennes à diversifier face aux exigences européennes concernant les certifications ISO? En fait, je suis pas un spécialiste de la certification, mais évidemment, on vit quotidiennement avec des entreprises qui ont besoin de se certifier, mais on a des enjeux de certification, d'homologation, même au Canada. Donc, il y a des différences en Ontario avec le Québec ou avec le reste du Canada. On a la même chose aux États-Unis. On doit se conformer à des règles aux États-Unis également. Donc, c'est sûr que d'aller vers l'Europe va aussi exiger certaines certifications ou homologations de produits. C'est pas le cas de l'ensemble des produits. Si on parle de services, si on parle de TI, ça va être différent, évidemment. Mais même si le processus, des fois, peut apparaître plus long, plus complexe sur le marché européen, il y en demeure pour moi qu'il ne faut pas oublier que ce même processus-là existe également aux États-Unis et dans certains cas au Canada. Donc, oui, ça peut être... faut en prendre conscience, il faut que ça fasse partie de la stratégie, il faut que ça fasse partie, évidemment, des budgets qu'on va accorder à une stratégie de diversification. Mais, à mon avis, en tout cas, ça ne doit pas être un frein à envisager une diversification vers les marchés européens. 100%. Puis si je pourrais rajouter, mettons, les grains de sel, un peu subventions au travers de ça, beaucoup de subventions en exportation, dont plusieurs qu'on va couvrir aujourd'hui, sont presque destinés à de la conformité en général, de la certification, etc. Fait que
c'est définitivement quelque chose que le gouvernement a réfléchi, a vu que justement c'était peut-être un frein pour aller dans un nouveau pays, d'avoir toute la stratégie de conformité ou de certification. La plupart des programmes vont inclure ça, vont avoir des volets qui sont destinés à ça. Puis les accords commerciaux prévoient aussi des allègements réglementaires. J'imagine, ouais. Donc, normalement, en tout cas avec l'Europe, ce qu'on voit, ce qu'on peut constater sur le marché, c'est qu'il y a, depuis l'entrée en vigueur des accords, il y a quand même un allègement réglementaire pour des questions de certification, d'homologation, bien que, bon, chaque zone régionale va garder ses obligations réglementaires, mais il reste qu'il y a des allègements qui peuvent bénéficier aux entreprises ou accélérer des processus. Ouais, puis tu sais, en tout cas, on va pas forcément parler politique ici ou etc., mais potentiellement qu'avec ces tarifs-là, ben il y aura peut-être même plus d'allègements qui va être fait. Possiblement. En d'autres pays, justement, pour... on va le souhaiter. Ça. Exact. All right. J'ai deux autres questions. Bon, j'en ai au niveau des subventions pour des ERP ou des logiciels de gestion à l'interne. Je propose peut-être d'y répondre quand je vais être rendu à parler des subventions. Parce que oui, définitivement, il existe des choses. Oui, fait que oui, Monsieur Matt, on va y répondre sans problème. Je proposerai par contre d'y répondre dans la section destinée aux fonds non dilutifs. All right. Diversification de stratégie ou de marché. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas la prétention de révéler le secret de la caramel, mais plutôt de donner des éléments à prendre en considération dans une stratégie de diversification. C'est pas une recette miracle, mais bien des éléments qui, en tout cas, je le souhaite, vont permettre à des entreprises de réfléchir à leur stratégie ou d'intégrer des éléments de réflexion à leur stratégie de diversification, d'optimisation. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, diversification ne veut pas juste dire une géographie, un nouveau marché nécessairement, mais ça peut être aussi une stratégie sur un marché existant comme celui des États-Unis. Je pourrais donner des dizaines d'exemples d'entreprises qui, par exemple, ont des canaux de vente très bien établis avec le marché américain. Par exemple, dans le commerce de détail, vont fournir des produits qui vont être achetés ou vendus dans des grandes chaînes américaines qui travaillent aujourd'hui avec des distributeurs ou des importateurs américains qui vont desservir ces grandes chaînes américaines-là et qui, étant frappés d'un tarif de 25%, deviennent de moins en moins compétitifs sur le marché. Je prends cet exemple-là qui peut s'adresser à plusieurs entreprises ou à plusieurs secteurs d'activité pour dire, je pense, la première chose, en tout cas, le premier accompagnement qu'on a fait avec nos clients il y a quelques semaines et qu'on continue de faire encore aujourd'hui, c'est de faire une évaluation puis une espèce d'audit de notre évidemment de nos partenaires actuels. Donc, est-ce que ces partenaires-là ont la capacité du jour au lendemain de nous remplacer? Première des choses. Puis souvent la réponse est non. Donc, à partir du moment où on peut pas remplacer un produit du jour au lendemain, souvent quand on travaille avec des grands joueurs, des grands donneurs d'ordre, et même plusieurs PME ou avec le gouvernement, par exemple, ou des entreprises financées par le gouvernement, changer de fournisseur, ça peut être complexe, ça peut être long, ça peut être ardu. Donc, le mieux, c'est de voir comment la relation existante, qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans la relation existante pour amenuiser peut-être les tarifs. Donc, peut-être revoir les marges. Évidemment, la dévaluation de la devise peut avoir un impact quand même positif pour les exportateurs canadiens, de jouer un peu sur les marges s'il n'y a pas trop d'intrants américains dans le produit. Et aussi, un peu de comprendre c'est quoi les stratégies des partenaires américains dans tout ça. Est-ce qu'ils veulent changer de fournisseur et au contraire sont très satisfaits de la relation avec le fournisseur? Est-ce qu'on peut aider ces partenaires-là à ouvrir de nouveaux marchés? Donc, peut-être sortir d'un modèle où on vend des gros joueurs, aller vers des marchés un peu plus nichés avec une autre approche, avec une autre stratégie marketing, par exemple. C'est pas, encore une fois, c'est pas la recette miracle, mais un exemple pour illustrer un peu le contact, les premiers contacts à avoir avec ses partenaires. Ce qu'on a remarqué aussi de très étrange, c'est que encore aujourd'hui, puis particulièrement dans les premiers jours après la menace d'imposition de tarifs, c'est que les Américains eux-mêmes, donc je dis pas les politiciens, mais je parle des importateurs, des distributeurs, des partenaires, des clients, comprenaient pas
pas le concept de l'imposition de tarifs. Qui allait les payer? Qui allait collecter, remettre ça au gouvernement? Les premières impressions, c'était que les Canadiens allaient être taxés, puis on met ça dans un compte, puis on envoie ça à Washington. Alors, ils se sont rendus compte que ça allait pas se passer, puis ils étaient directement impactés par l'imposition de ces tarifs-là, en étant ceux qui allaient les facturer ou qui allaient les collecter. C'est comme la TPS, TVQ, ou etc. Ouais. Exactement. Donc, ça ajoute de la lourdeur. En fait, ça remet le focus un peu sur, OK, mon gouvernement est en train de faire ça, puis j'avais pas prévu tout ça. Puis je parle de conversations avec des tiers ou avec des clients qui sont pas des joueurs qui importent quelques milliers de dollars par année, mais des millions et des millions de dollars par année vers le marché américain. Donc ça fait partie, je pense, première étape d'une stratégie de diversification. De regarder ton setup actuel, le setup actuel, les partenaires que tu as justement en exportation. Exact. Puis objectivement, ultimement, l'objectif, c'est vraiment d'aller augmenter peut-être les marges justement pour pallier. Les diminuer pour garder la relation commerciale, pour changer un peu, parce qu'on est habitué, on roule sur une devise qui est assez stable, on a des forecasts de vente qui sont assez stables aussi. Puis c'est le cas de plusieurs industries, pas toutes les industries, mais quand on travaille dans l'agroalimentaire, dans l'aviation, dans le domaine manufacturier, on a des clients récurrents et compagnie, on connaît un peu ce qui s'en vient dans le marché. Donc, on fait des prévisions en fonction des marges qu'on dégage sur le marché et compagnie. Tout ça est bousculé. Est-ce qu'il y a lieu d'ajuster ces marges-là? Est-ce qu'on est capable de le faire? Comment on va le faire? Est-ce qu'on le fait tout seul ou on le fait avec notre partenaire, avec nos clients aux États-Unis? Ça, je pense que le premier conseil, en quelque sorte, c'est de dire faisons-le avec nos partenaires aussi américains qui sont aussi dans le trouble avec l'imposition de ces tarifs-là. Ouais. On le voit avec l'acier et l'aluminium aujourd'hui, là, notre bière va coûter plus cher, puis les pick-up vont coûter plus cher dans quelques jours. C'est pas que nous qui allons être frappés par ça, mais le consommateur américain aussi. Et les tiers également qui vont avoir plus de difficultés à vendre de la bière, à vendre des camions. Je caricature un peu, mais c'est plus large que ça, mais il en demeure pas moins que c'est un impact direct sur le consommateur également et sur nos partenaires sur le marché américain. Évidemment, on a aussi parlé, je termine avec ça, on a aussi parlé de nouvelles stratégies. Par exemple, on en reparlera plus tard, puis on pourra en parler plus longuement éventuellement avec les personnes intéressées, mais évidemment, il exige des stratégies qui pourraient inclure une implantation commerciale, industrielle sur un marché, un processus d'acquisition, par exemple, d'une compagnie ou d'un partenaire américain ou une prise de participation dans une activité américaine. Ça fait partie des stratégies. Ça serait envisageable, right? Pour une entreprise d'ici, de, mettons, acquérir ou du moins d'avoir un pied à terre. Parce qu'évidemment, les tarifs, corrige-moi si je me trompe, mais ne s'appliquent que pour les biens qui sont produits à l'extérieur des États-Unis. Exactement. Au Canada. C'est le produit qui est imposé en quelque sorte. C'est ça. Donc, on peut diversifier. En tout cas, je pense pas que plusieurs entreprises ont nécessairement les moyens de dire c'est 100%, je fais une acquisition, je deviens américain. C'est un peu d'entreprises ont les moyens de faire ça en quelque sorte, puis ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Mais ce que je dis, c'est que ça peut faire partie d'une stratégie un peu d'optimisation, de diversification de notre approche d'un marché comme celui des États-Unis. Juste que je comprenne, est-ce que c'est quelque chose que GoExport va typiquement... C'est-tu le genre de mandat que GoExport peut faire? Sinon, c'est quoi les ressources, mettons, d'une entreprise pour... Bon, évidemment, moi, je vais parler des ressources financières. Il y a beaucoup de subventions qui pourraient venir payer cette stratégie-là. Ou en tout cas, la subventionner en partie ou en totalité. Mais en termes de corps de métier, est-ce que c'est un GoExport de ce monde qui vient appuyer des entreprises? Est-ce que ça devrait être, mettons, l'équipe financière à l'interne? Ou c'est quel type d'équipe, mettons, qui devrait travailler sur ce dossier-là? Je pense que ça prend un tout là, pour réussir une stratégie comme celui-là. Donc, on a aujourd'hui 2 entreprises qui peuvent soutenir des PME sur des stratégies de diversification comme celle-là, soit en mode conseil comme le fait GoExport ou en mode opérationnel comme on peut le faire. Évidemment, on est capable d'aller relativement loin dans un processus allant jusqu'à accompagner un client dans des processus d'acquisition. Évidemment, on n'est pas des banquiers ou des fiscalistes où on va aller chercher des partenaires pour s'occuper d'aspects fiscaux, légaux, comptables, par exemple. Mais oui, des boîtes comme nous vont accompagner. Les gouvernements accompagnent aussi à leur façon en ouvrant des portes par les relais dans les bureaux du Québec, les ambassades, consulats canadiens. Évidemment, il y a des ressources également
également disponibles. Des boîtes comme Hello Darwin sont essentielles, tout comme le banquier d'ailleurs, comment on finance une opération comme celle-là, parce qu'il y a des coûts reliés à ça qui sont pas différents qu'une entreprise dit « OK, moi, demain matin, je veux faire des affaires au Mexique ». Bon, faut y investir du temps, faut y investir de l'argent. Il y a des délais pour arriver à rentabiliser une opération comme celle-là puis à s'implanter correctement dans un marché. Donc, ça prend, je pense, un écosystème de partenaires qui vont accompagner l'entreprise dans ces démarches-là. L'entreprise est toujours extrêmement bonne avec les produits qu'elle fabrique, avec la proposition qu'elle offre à ses clients. Les entreprises, particulièrement les PME, n'ont pas toutes les ressources nécessairement internes pour faire un montage financier, pour diversifier un marché, moins bonne connaissance de certains marchés qui peut ralentir des processus, par exemple. Donc, quand on met des experts en commun, dont l'expertise profonde de l'entreprise, je pense qu'on peut arriver à des résultats hyper intéressants et, je dirais pas rapidement, mais dans des temps qui sont logiques, en fait, dans une opération de diversification, d'optimisation. C'est clair que si tu veux ouvrir un nouveau marché, ben là, dépendamment du nouveau marché, ultimement, il y a quand même de la spécialisation à avoir là-dedans. Ton équipe à l'interne est peut-être habituée de travailler avec la réalité de ton entreprise, pas forcément avec la réalité de ton entreprise au Japon ou Tout à fait. aux Émirats arabes. Tout à fait. OK, super. All right. On poursuit? On poursuit. Je sais pas si... moi, je termine après ça avec la prochaine diapo, si je ne m'abuse. Donc... Ouais. Je te montre la prochaine? Oui, tout à fait. Merveilleux. Ici, encore une fois, c'est pas une recette miracle, mais c'est peut-être des éléments ou une approche qui peut être pris en considération dans une stratégie de diversification, une stratégie carrément d'exportation dans un nouveau marché. Donc des éléments où nous évidemment on accompagne nos clients dans ces démarches-là. Certains clients, certaines entreprises vont évidemment faire ce travail-là à l'interne parce qu'il y a une expertise interne ou une partie du travail parce qu'il y a une expertise interne. Donc, les éléments, dans un premier temps, de se doter d'une stratégie qui nous permet de sélectionner ou de prioriser nos marchés d'exportation, que ce soit en temps d'imposition de tarifs ou de façon générale. Souvent, on va négliger là un peu de se doter un peu comme une planification stratégique, mais dire à l'exportation, où est-ce que je veux être dans 5 ou 10 ans? Puis quel marché quels sont mes low-hanging fruits sur les marchés d'exportation? Quels sont les marchés que j'aimerais éventuellement vendre mes produits, mais j'ai pas une assez bonne compréhension aujourd'hui pour dire comment je vais le positionner dans ma stratégie de croissance à l'exportation des 5 ou des 10 prochaines années ou même des 3 prochaines années. Donc, il existe une approche pour voir un peu comment peut répondre un marché à un produit, à une offre de service. On fait parler un peu les critères de succès d'une entreprise dans son marché domestique ou dans son marché d'exportation de proximité. On voit un peu comment les marchés d'exportation peuvent réagir. Mais évidemment, quelqu'un qui vend, je peux pas donner 1000 exemples, mais quelqu'un qui, par exemple, un produit qui s'adresse à des marchés où il fait froid, par exemple, à titre d'exemple, on sait qu'il y a plusieurs marchés qui vont répondre à ça, plusieurs marchés qui ne répondront pas à ça. Mais l'idée de la priorisation de marché, c'est d'aller chercher un peu de données de marché avec la donnée qu'on a à l'interne pour voir quels pourraient être mes éventuels partenaires d'affaires dans une géographie donnée ou dans une région donnée. Donc, quelles sont les barrières tarifaires, quelles sont les facilités à l'exportation dans un marché ou de transport, par exemple, si on transporte du produit, quels sont les besoins du marché, où sont mes compétiteurs, des éléments de ce type-là qui indiquent un peu ou qui peuvent permettre de faire un petit peu un roadmap de nos exportations futures dans des marchés. Ça, c'est un élément. Un autre élément, évidemment, on prêche un peu pour notre paroisse, mais l'analyse de marché ou l'étude de marché, des fois, est un peu galvaudée comme terme, mais diablement important. Je pense, les entreprises qui se lancent à l'exportation, d'investir quelques milliers de dollars pour avoir une vue 360 sur un marché, nous apparaît, en tout cas, moi, me paraît extrêmement important. On connaît nos partenaires potentiels, nos clients potentiels, les enjeux réglementaires. On
connaît nos compétiteurs, se positionne où, c'est qui nos partenaires potentiels, c'est quoi les tarifs qui sont pratiqués sur le marché, etc. Information qui est de première main, qui va permettre de mieux établir sa stratégie, de mieux établir avec qui on veut travailler. C'est un peu le à contrario de travailler que par opportunité, évidemment. Mais je pense que ça vaut la peine d'envisager dans une stratégie de diversification, d'optimisation, de se doter de données qui parlent pour le marché puis qui vont nous donner des indications extrêmement claires sur notre plan de match éventuellement. De se doter d'une stratégie commerciale qui tient compte évidemment des capacités internes, mais aussi de ce qu'on explore sur un marché. Donc, c'est quoi notre plan de match? Quel budget on veut attribuer à une stratégie d'exportation? Qu'est-ce qu'on veut? Quel modèle d'affaires on veut proposer sur un marché d'exportation? C'est quoi le 1, 2, 3 steps qu'on va mettre à exécution rapidement dans notre stratégie, etc. Donc, un élément extrêmement important comme un plan stratégique, on se dote d'un plan, on se dote d'indicateurs de performance, on suit ce plan-là, on voit l'évolution de la mise en place de nos stratégies puis les résultats qui en découlent. Je pense la même chose à l'exportation, d'avoir ce type de plan-là, d'avoir une stratégie commerciale d'exportation qui est forte, qui est suivie, qui est dotée d'indicateurs de performance qui va nous permettre de mesurer les résultats qu'on cherche. Petite question pour toi, tu sais, bon, puis là, nous, c'est sûr qu'on a une grosse ADN technologique dans l'entreprise, tout ça, puis il y a vraiment le concept du lean. Oui. D'être capable d'itérer rapidement, de faire des tests, etc. Est-ce que ça se fait dans une stratégie d'exportation? Est-ce que ça se fait de tester puis d'itérer au fur et à mesure? Ou y a-t-il une manière... Ça, pour moi, je comprends que c'est la manière la plus, qui va avoir le plus haut taux de succès, probablement. Ouais. Right? Je vais maximiser un peu l'investissement que je vais faire. Par contre, est-ce qu'il y a une manière, est-ce que ça arrive, du moins qu'il y a des entreprises qui vont vraiment itérer, qui vont dire, OK, je veux juste tenter de faire de l'exportation, d'aller voir quelques partenaires. Nous, je sais que dans plusieurs programmes de subvention, tu as vraiment tu vas visiter plusieurs marchés, tu as des hypothèses sur ces marchés-là que tu vas valider du moins avec... Est-ce que dans le fond, ça fait juste partie un peu de ton étude de faisabilité ou ton étude de marché? C'est un peu comme ça qu'on devrait le voir, dans le sens où c'est pas obligé d'être un plan béton qui est fait, mais c'est comme voici les éléments que je voudrais valider de ce marché-là, voici les hypothèses que j'ai avec les données, effectivement, que je suis allé chercher au préalable. Je comprends que tu peux pas t'improviser sur un coin table là-dessus, mais est-ce que du moins, il y a comme quelque chose que je peux faire pour aller le plus rapidement go-to-market puis aller chercher le pouls de la clientèle désirée? Ça se fait-tu? Oui. Puis c'est un peu cette approche-là, en quelque sorte. C'est pas une démarche comme celle-là prend pas 3 mois. Là. Elle peut se faire relativement rapidement. Ouais. Puis évidemment, ça part toujours d'hypothèses d'entreprise. On a l'habitude de dire à nos clients, évitez... le fameux, c'est un terme un peu interne, mais éviter l'effet palmier, éviter dire je suis allé à tel endroit, j'ai visité tel salon, j'ai eu plein de rencontres hyper intéressantes, ou bien j'aimerais exporter vers tel marché parce que j'ai une présence moi personnelle par exemple, ou j'aime la culture et compagnie. Ça peut paraître un peu aussi caricatural ce que je dis, mais ça existe pour vrai. Donc faire parler de la donnée, ça part toujours d'un certain nombre d'hypothèses. Je parlais tantôt du froid puis du chaud dans un marché. On vend quelque chose pour le froid, on n'ira pas le vendre en Équateur probablement. Mais oui, ça part de ces hypothèses-là. La démarche sert à valider ces hypothèses-là ou à infirmer des hypothèses qu'on avait à l'origine. Donc, fait que typiquement, là, mettons dans l'étape 1 ou 2, je vais peut-être avoir 3, 4, 5 marchés potentiels, évidemment. Ouais. Je vais essayer de peut-être aller recouper pour en avoir au final 2 ou 3, ou peu importe, mais qui sont vraiment itérés, validés. Tout à fait. C'est le but de la démarche. Parfait. Je vais juste m'en assurer. Parmi les autres éléments, évidemment, il y a toute la question comment on va s'y prendre pour approcher nos partenaires, développer une relation, maintenir une relation. Donc, les deux systèmes présentés, puis comment je vais éventuellement assurer une représentation locale qui peut devenir très importante dans un marché d'exportation. Donc, pas nécessairement d'avoir du personnel, mais comment je vais être accompagné localement, éventuellement pour
maintenir mes relations, pour justement, quand on dit saisir de nouvelles opportunités, comment ma présence dans un nouveau marché va me permettre d'aller saisir des nouvelles opportunités, de développer des nouveaux liens commerciaux, de développer mes ventes sur un marché d'exportation. Donc, ça doit faire partie des stratégies, à notre avis, en tout cas, de comment on va les approcher, qu'est-ce qu'on a à leur vendre aussi. On l'a déterminé dans la stratégie. Maintenant, comment on fait ça? Puis évidemment, chaque marché répond à des codes différents. Plus on s'éloigne, plus c'est complexe, plus ça a un impact considérable aussi sur notre entreprise. Tu parlais du Japon tout à l'heure. Faut avoir quelqu'un qui travaille de nuit. Si on travaille au Japon, au moins une personne, sinon plus, qui va entretenir les relations avec les partenaires. On peut pas faire ça qu'une heure par jour et autres. Tout comme la représentation locale ou certains marchés, cette présence locale. Puis je veux pas parler d'individus nécessairement, mais comment on va s'imposer localement, comment on va s'implanter localement dans un marché, que ce soit par un bureau, par du staff, par des partenaires, etc. Puis comment on va être continuellement à jour sur notre marché, sur nos opportunités, sur nos clients, qui est souvent un enjeu aussi pour les entreprises. J'ai un bon distributeur à tel endroit, fait des ventes. À un moment donné, il y a une décroissance des ventes. Là, on comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi, parce qu'on n'a pas toute la donnée, on n'a pas une présence suffisante ou une information suffisante qui nous permet de soit maintenir cette croissance-là ou de voir venir les problématiques en amont, puis agir avant qu'on subisse une décroissance des ventes. Finalement, j'en ai parlé tout à l'heure, dans la stratégie, on peut parler de stratégie d'implantation, donc d'avoir des ressources, des partenaires locaux, éventuellement de faire une acquisition, d'implanter, de produire dans un marché d'exportation. Donc, ce sont des éléments, en tout cas, à prendre en considération des fois à plus long terme dans une stratégie d'exportation, mais qui devraient aussi faire partie de la réflexion, des discussions internes et de la stratégie à long terme de l'entreprise quant à la suite des choses sur un marché d'exportation. Alors voilà, c'était le secret de la caramel. Exactement, c'est ça que j'allais dire. All right, merci beaucoup, Louis-Philippe. J'avais une question pour toi. Fabienne demande comment aider une entreprise de distribution de produits qui est située au Canada et dont les produits viennent des États-Unis et ou de l'Europe. Je sais pas si assez large. Oui, je sais pas si les produits sont distribués au Canada, j'imagine. Donc essentiellement, il y a de l'importation des États-Unis, de l'Europe. Ben, je répondrais deux choses. Là, il y a, je pense quand on parle de nouer des partenariats ou même quand on a des partenaires à l'étranger, ça peut être autant des partenaires qui vont nous aider à vendre nos produits que des partenaires qui vont nous approvisionner aussi. Ouais. Fait que la démarche, par exemple, si on a un partenaire, on achète aux États-Unis, on sait qu'il y a des tarifs de 25% qui vont être imposés et que ça tient pas la route sur le marché canadien de se voir imposer des tarifs de 25%. La même démarche peut s'appliquer à l'approvisionnement, par exemple. Parce que, bon, c'est pas toujours possible, comme l'exportation, qu'il y ait un marché à l'extérieur des États-Unis pour les produits qu'on importe au Canada, mais possiblement qu'il existe en Europe. Autre marché. Ailleurs au Canada, par exemple, ou ça peut être en Asie, au Moyen-Orient, ailleurs, mais il existe possiblement d'autres marchés où on peut tisser des liens avec des producteurs, des manufacturiers qui vont éventuellement nous approvisionner en produits et encore une fois réduire notre dépendance à un marché comme les États-Unis qui impose des tarifs. Typiquement, ça répond à la question. En tout cas, de ce que je comprends ou comment je récapitulerais, c'est vraiment cette stratégie-là, celle qu'on a vue, elle s'applique autant pour de l'approvisionnement que de l'exportation. Tout à fait. Right? Tout à fait. Puis dans l'air du temps, on devrait revoir ces deux facettes-là de nos entreprises, dépendamment de laquelle est la plus importante, mais typiquement les deux seraient potentiellement. Les deux sont potentiellement à analyser, effectivement. Yes! J'ai bien écouté. Parfait. OK, on va parler de subventions. Il nous reste à peu près 10 ou 15 minutes. J'ai plusieurs programmes que j'aimerais passer. Évidemment, on va faire un parcours assez sommaire des différents programmes là, que j'ai sur la présentation. Sachez que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on fait un audit de l'entreprise, de ses projets, de son éligibilité à différents programmes, puis de ses investissements actuels et futurs, là, pour valider est-ce que vraiment c'est le programme numéro 1 ou le numéro 6, puis est-ce que des fois on peut faire une combinaison des différents programmes pour différentes facettes des projets. Nous, on se spécialise vraiment à comprendre les projets d'une entreprise. On a réalisé que c'est vraiment ça la clé, de trouver des subventions sur le web, de voir que tu es éligible en fonction de ton chiffre d'affaires puis ton industrie.
c'est assez facile, puis le gros nerf de la guerre est souvent à comprendre, OK, est-ce que mon investissement, est-ce que la facture de mon fournisseur, est-ce que ces choses-là sont suffisamment bien ficelées pour me permettre de maximiser les enveloppes en place? Donc, on va regarder les différents programmes. Comme je vous dis, la base pour vrai de notre travail, c'est de faire ce qu'on appelle un plan de match ou un audit de tous les programmes pour lesquels vous pourriez être éligible, mais surtout pour lesquels vous pourriez aller recevoir ces fonds-là dus aux investissements que vous prévoyez faire dans le futur. OK, premier programme, le plus, mettons, connu, je dirais. C'est un programme qui, pas plus tard que hier, a annoncé qu'ils allaient ouvrir imminemment dans les prochains jours. Je pense pas que ça va être la semaine prochaine. Je pense que ça va être assez rapide. Les délégués commerciaux de Canada viennent de partager sur leurs réseaux sociaux que c'était imminent comme ouverture, puis on avait déjà reçu de l'information à ce sujet-là. Donc, programme extrêmement populaire. Pour plein de raisons. La première, c'est que très, très, très flexible. Beaucoup d'entreprises y sont éligibles. Ce qui est vraiment important dans CanExport, c'est exactement ce que Louis-Philippe a parlé un peu plus tôt. Fait que c'est d'avoir des hypothèses, des données, de la validation de marché, n'importe quoi qui vient un peu certifier que mon projet va se tenir. Pas forcément besoin d'avoir des exportations déjà actives, mais il faut absolument que j'ai le plus de données possible. Puis étant donné, c'est un programme qui est super populaire, vient avec beaucoup de compétitivité. L'an dernier, c'est un programme qui a eu beaucoup plus de refus que les années précédentes. Parce que, justement, tu sais, avec l'ampleur, le nombre de demandes grandissant, ils ont fait des choix sur vraiment ceux qui étaient le mieux préparés. Pour vous donner une idée, nous, les clients qu'on a qui font de l'exportation ont des demandes de CanExport qui sont prêtes depuis plusieurs mois, là, parce qu'on sait que c'est un programme qui ouvre à chaque année, qui est extrêmement compétitif. Fait que dès que ça ouvre, on est assez excité pour ça, pour déjà déposer des demandes. Mais l'objectif, c'est pas... Ce qui est difficile, c'est pas de déposer la demande ou de valider son éligibilité, c'est de faire tout ce que Louis-Philippe a dit, ou du moins de maximiser cette chose-là. Fait qu'on travaille, justement, avec les entreprises pour s'assurer qu'ils ont le plus possible d'études de marché, d'études de faisabilité, c'est quoi leur plan, pourquoi est-ce qu'ils veulent aller viser tel marché versus un autre, qu'est-ce qui leur donne un peu raison d'aller viser tout ça. C'est une subvention qui donne 50 000 $ jusqu'à 100 000 de dépenses, là, fait que 50% de 100 000 pour 50 000, disponible pour pas mal toutes les industries qui veulent vendre à l'extérieur du Canada. CanExport Innovation, même concept, même donneur d'ordre, qui est le gouvernement du Canada. CanExport Innovation, c'est vraiment pour quand je veux valider, est-ce que je peux trouver un partenaire qui peut m'aider à développer un produit. Fait que développer un produit, là, on vient toucher le mot innovation, qui est comme le mot sacré là, dans tout programme de fonds gouvernementaux. Fait que c'est vraiment n'importe où il y a de l'incertitude technologique, où il y a de l'innovation qui va être requise. Ça peut pas juste être quelqu'un qui vient produire ou produire quelque chose en série que vous avez déjà à l'interne, que vous voulez juste déployer dans un autre pays. Il faut vraiment que ce soit un caractère innovant. Il faut qu'il y ait une collaboration entre différentes entités. C'est une plus grande subvention, c'est 75 000 $. Elle va toucher grossièrement là, les mêmes frais que CanExport. Fait que, on a parlé de conformité, de frais légaux, frais juridiques, mais aussi tout ce qui est voyagement, foire commerciale, hébergement, etc. Tous ces frais-là peuvent être couverts par les deux programmes de CanExport, fait que CanExport PME, CanExport Innovation également. PSCE, on retourne au provincial, fait que PSCE volet 1 et volet 2 que je vais couvrir. Il y a 3 volets, mais les 2 premiers volets sont selon moi les plus importants. PSCE volet 1, qui est également, typiquement, va ouvrir là, au mois de février ou de mars, fait que c'est demain matin. PSCE volet 1, c'est vraiment un programme qui vient aider les entreprises à commercialiser au Québec. Fait que là, on vient vraiment maximiser l'empreinte que j'ai dans la province. PSCE, des deux côtés, là, on va aller jusqu'à subventionner, par exemple, l'embauche de représentants commerciaux, fait que de vendeurs, tout ce qui est études de marché. Encore une fois, s'il y a des certifications à faire, toute la conformité. C'est pour ça que je disais ça, quand on parlait de ISO un peu plus tôt, tout ce qui est certification est couvert. La plupart, je dis ça, mais à peut-être 90% du temps, les subventions vont couvrir ce type de dépenses-là. C'est une subvention qui est massive. On a jusqu'à 250 000 $ subventionnés qui est potentiel pour un 500 000 de dépenses, encore une fois, à 50%. Volet 1.
Volet 2, là, on vient vraiment toucher le volet hors Québec, autant à l'extérieur, dans d'autres provinces canadiennes, qu'à l'extérieur du Canada, à l'international. Évidemment, puis là, je vais avoir un parallèle après là, sur est-ce que je peux mixer différentes subventions? La réponse courte est non. Par contre, il y a différentes manières de ficeler ces projets différemment pour que ce soit pas le même projet qui est subventionné 2 fois. Mais il faut bien savoir s'y prendre. Il faut vraiment que ce soit des projets distincts, etc. J'y reviendrai. Puis SCE volet 2, essentiellement, c'est les mêmes choses du volet 1 qui sont subventionnables. Cependant, c'est vraiment pour des dépenses à l'extérieur du marché québécois. Ça peut être autant en Colombie-Britannique qu'au Kentucky, qu'en Équateur. Puis là, on a jusqu'à 100 000 $ en subvention qui est disponible, encore une fois, pour 50 % des coûts. Fait que là, les 4 dernières, c'est des subventions de 50 % de la valeur des projets. Non négligeables au total, surtout si on est capable d'avoir une stratégie ou est-ce qu'on est capable de les enligner pour différents de mes projets. Là, je peux vraiment maximiser ces enveloppes-là, puis c'est ça notre valeur ajoutée essentiellement. Le SIAM et le SEB, c'est 2 programmes qui sont sectoriels. Fait qu'ils viennent parler à un secteur particulier. Nous, ce qu'on va recommander à nos clients, c'est que s'il y a une subvention sectorielle pour laquelle vous êtes éligible, commencez avec la sectorielle parce qu'évidemment, moins de compétition, vous êtes plus spécifique, évidemment, donc les chances de succès sont beaucoup plus élevées. Souvent, il va y avoir des plus grandes enveloppes, plus rapides, avec des meilleures conditions. Fait que le SIAM, c'est vraiment tout ce qui est agroalimentaire, c'est donné par Aliments Québec et la MAPAC. Et également justement au provincial. Subvention de 100 000 $, encore une fois, pour 50 %. Là, on parle de nouveaux marchés en général, que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec. SEB, là, on est vraiment en transformation alimentaire. Fait que tout ce qui est n'importe quoi, où est-ce que tu as une transformation à faire, ben à ce moment-là, on va te recommander de commencer avec un SEB, quitte à, après ça, ajouter un CanExport, PME Innovation ou un PSCE, qui sont des programmes qui sont beaucoup plus généraux au niveau des secteurs. Encore une fois, c'est une subvention quand même colossale, là, donc de 250 000 $ pour 50 % des dépenses admissibles. Exportation créative, il y a 2 volets. On les a les 2? Ouais. OK. Exportation créative, encore une fois, sectorielle au niveau de tout ce qui est culture, création, tout ce qui est art, etc. S'il y a des exportations à faire, les 2 volets sont super intéressants. Puis là, on vient chercher 75 % des coûts éligibles. Après ça, tous ces programmes-là, dans notre observation, sont beaucoup plus faciles à obtenir que les programmes du départ que j'ai nommés. Par contre, les programmes du départ, c'est des programmes pour lesquels la plupart de nos clients vont être éligibles de facto. Donc, on va souvent faire les 2 en parallèle, puis on va essayer de maximiser laquelle des enveloppes. N'oubliez pas qu'une subvention, c'est quelque chose que je vais demander. Donc, je vais appliquer, je vais demander la subvention. Si je suis accepté, après ça, je peux encourir des dépenses, puis par la suite, recevoir la subvention, le remboursement comme tel du gouvernement. Donc, nous, la stratégie, c'est vraiment... On maximise chacune des enveloppes, on fait des demandes. Quand on a des acceptations, on prend des décisions sur laquelle est-ce qu'on devrait aller de l'avant en fonction des priorités de l'entreprise. Est-ce que c'est possible de cumuler les différentes aides financières, etc. Mais l'objectif là-dedans, c'est vraiment tant qu'à faire un plan d'exportation, puis de parler d'aller en Inde ou dans les Pays-Bas, aussi bien la faire pour 2 ou 3 aides financières pour lesquelles je suis éligible, qui est dans l'objectif justement de maximiser mon enveloppe. Fait que c'est un peu ça le mindset. Après ça, volet 2, pour des plus grandes entreprises, va jusqu'à 2,5 millions. Là, on est vraiment, c'est le genre de subventions que, mettons, Cirque du Soleil a déjà eu dans le passé, etc. Bon, je mets un petit exemple de comment est-ce qu'on pourrait combiner, par exemple, différents projets. Différentes subventions pour différents projets. L'objectif, nous, ça va vraiment être de découper le mandat. Fait que, des fois, les entreprises arrivent, sont comme, OK, je veux exporter en Inde. OK, parfait, mais c'est quoi les choses que tu as à faire pour aller en Inde? Il faut que j'ai de la conformité, il faut que j'ai une équipe là-bas, il faut que j'ai des représentants commerciaux, il faut que j'ai des partenaires, il faut que j'y aille, il faut que j'aille dans des trade shows, que je voyage, etc. Nous, on va vraiment découper le projet en plusieurs. On va segmenter, c'est quoi la différence entre le volet conformité
puis le volet, mettons, démarchage ou développement d'affaires. Puis les demandes, on va les rédiger spécifiquement pour ces volets-là. Fait qu'on va pas faire mention, mettons, de la conformité dans le projet de développement d'affaires, tout ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui augmente non seulement la pertinence de la demande, puisque là, la demande n'est pas générale, elle est très spécifique. C'est très facile pour le donneur d'ordre de valider, OK, est-ce que oui ou non, on voit un potentiel? Est-ce qu'il y a une raison d'affaires à faire ces choses-là? Puis en plus, ben nous, ça nous permet de maximiser les enveloppes parce que là, justement, je peux avoir, au final, pour mon projet, je n'importe quoi, de 500 000 au total de coûts d'investissement. Je peux peut-être en avoir 50% qui est subventionné, quitte à ce que si je l'avais tout fait avec un seul programme, les chances de succès auraient été plus basses. J'aurais pas été capable d'avoir toutes les activités éligibles pour le même programme, fort probablement. Fait que c'est un peu ça, là, la science qu'on va faire. Ce qui est vraiment important de retenir, puis c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant d'avoir Louis-Philippe avec nous aujourd'hui, c'est il faut un plan, il faut une réflexion. L'an dernier, on a eu des entreprises, à la dernière ouverture de CanExport, on a eu des entreprises qui étaient comme « Ah, je veux capitaliser sur l'opportunité de CanExport. Ah, il y a une subvention, je vais essayer de l'utiliser, etc. » Malheureusement, c'est plus possible de faire ça. Je veux juste mettre un petit bémol. CanExport n'a pas réouvert pour cette saison, même s'ils vont le faire dans les prochains jours. Très possible qu'il y ait des modifications. Je ne sais pas à quel point est-ce que le gouvernement va être agile là-dessus. Typiquement, c'est un programme qui ouvre toujours au 15 février. Fait que je ne sais pas si c'est juste un hasard, essentiellement, que ça va ressortir au même moment avec les tarifs. Est-ce qu'ils vont avoir eu le temps de redéfinir certains critères? On l'espère, mais pour moi, c'est pas certain. Tout ce que je veux dire, c'est que faire une stratégie, y réfléchir, c'est quelque chose qui est comme non négociable dans une subvention d'exportation. C'est pour ça que nous, on veut introduire des entreprises comme GoExport avec laquelle vous pouvez travailler si vous avez une partie ou si vous n'avez pas du tout fait ces démarches-là, parce que c'est ça qui va faire en sorte que non seulement le projet en soi va être un succès, mais plus loin que ça, vous allez maximiser les aides qui sont disponibles. Ça serait plate de passer à côté. J'ai quelques petites questions. OK. Est-ce que pour le PSCA, il y a un critère basé sur le chiffre d'affaires? La réponse est oui. Là, pour un des deux volets, oui. Je crois que c'est 500 000 ou 1 million de chiffre d'affaires. On vous enverra l'information là, suite à l'audit. Puis évidemment, c'est des programmes qui sont fermés pour l'instant, qui peuvent avoir des modifications à chaque ouverture. Il y en a un qui n'en a pas, qui est le premier volet. Le deuxième pourrait en avoir un. Il y a aussi des critères, puis là, j'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus, mais il y a aussi des critères, mettons, est-ce que j'ai déjà fait de l'exportation dans le passé? Fait que SEB, par exemple, va exiger d'avoir fait au moins un chiffre d'affaires, je crois, de 100 000 dans un autre marché déjà. Fait qu'il faut déjà que tu aies une présence d'exportation pour être éligible à cette subvention-là. Versus CanExport PME l'a pas, Innovation non plus. Mettons CanExport Innovation, je crois que c'est un chiffre d'affaires de 500 000 par année. CanExport PME, c'est 100 000 par année. Mais typiquement, c'est des programmes qui sont super larges là, que beaucoup d'entreprises peuvent toucher. Bonjour, j'importe des produits d'Espagne, je revends aux USA. Est-ce que la menace de tarif de 25 % nous affecterait sur des produits espagnols? En d'autres mots, est-ce seulement le pays de production qui est considéré? La réponse est oui. Il y a toujours la notion de certificat d'origine d'un produit. S'il n'est pas transformé au Canada, le tarif pourrait être imposé Je te suis. de l'Espagne. C'est pas en le faisant transiter par un autre pays. OK, oui. OK, ouais, c'est peut-être ça la question, effectivement. Si, par exemple, c'est de l'huile d'olive produit en Espagne, c'est le certificat d'origine de ça va être sur les tarifs espagnols, s'il y en a. Mais il pourrait y avoir de la transformation canadienne, par ailleurs, produits canadiens, embouteillage ou autre. Ouais. Là, mais c'est... Je pense que tout ce qui est une zone grise, ça va être important. C'est une façon de s'échapper. C'est ça. Puis je pense que ils ont pensé là, dans le sens où ce type de stratégie-là va être probablement observé à la loupe. Ouais. Génial. Je vous mets avec la dernière diapo. Évidemment, comme je disais, on va vous partager toutes les informations de Louis-Philippe et de son équipe si vous désirez travailler avec eux pour vraiment ficeler une stratégie de diversification de marché comme on a parlé. Si vous êtes déjà en cours, comme nous, c'est quand même une période charnière pour nous, étant donné que la plupart des programmes d'exportation ouvrent imminemment ou sont déjà ouverts, tout ça. Fait qu'on est en grosse préparation avec nos clients. Je vous inviterai à vous préparer pour ça. Si vous avez déjà un processus avec nous, contactez la dernière personne à qui vous aviez parlé. Sinon, vous allez recevoir un courriel suite au webinaire, puis il va y avoir nos informations et celles de l'équipe de GoExport.
Voilà, c'est tout pour nous. Donc, merci Merci, Philippe. Francis. Super C'était un plaisir. intéressant. Bonne journée tout le monde. Merci.